Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour les tops et les flops de 2023. Après les séries et les films, il est maintenant temps de passer aux jeux vidéo. Et on va crever l'abcès tout de suite, non je ne suis pas malade, c'est juste ma tête post-réveillon. Comme d'hab, je le précise pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, primo, il ne s'agit pas d'un classement exhaustif de tout ce qui est sorti en 2023. Je galère suffisamment à suivre l'actu comme ça, et ça veut pas dire qu'on peut pas découvrir des jeux plus anciens. Donc il y aura des œuvres de toutes les époques. Secondo, gardez en mémoire que mon classement est majoritairement subjectif. Oui, je donne toujours des arguments pour me justifier, mais ça reste un avis personnel. C'est bon? Ok, on va pouvoir commencer avec mes pires découvertes vidéoludiques de l'année avec... J'ai presque honte de le mettre dans mes flops celui-là pour être honnête. Nous incarnons une gamine dans un univers de fantasy de Nouvelle-Calédonie. Je vais éviter de spoiler, mais la jeune Chia va se déplacer dans un monde ouvert très grand. Elle possède notamment le pouvoir du bond d'âme, qui lui permet de posséder un objet ou un animal pour se servir d'une capacité spéciale. Posséder une lampe à huile pour la balancer sur les ennemis, ou un cerf pour sprinter à travers les montagnes. D'ailleurs, chaque animal possède une capacité spéciale différente. Le cerf va sprinter, le sanglier va creuser, le chat a une vision nocturne, le crabe pince, et les oiseaux... chient. Le kiff ultime quand t'es un oiseau, c'est de chier sur les passants. Sinon, Chia ne possède pas de barre de vie, d'oxygène ou tout ça, tout passe par une jauge d'endurance. Son énergie, sa capacité à rester sous l'eau, et la durée de sa prise. Après, je suis ravi de voir un open world avec un protagoniste qui n'est pas bloqué par une montagne. Ah, elle est peut-être encore mineure, mais elle est bien déterre quand il s'agit d'avancer, hein. Rien à foutre, j'escalade. On peut arguer que c'est pas très logique que l'endurance baisse aussi vite quand vous escaladez que quand vous faites du deltaplane. Mais bon. Les combats sont assez brouillons et répétitifs, et si au début ils ont l'air assez rares, malheureusement quand on arrive à la fin du jeu, il y en a beaucoup trop et c'est vraiment pénible. Il y a très peu de systèmes de voyage rapide, et malgré toutes les capacités de Chia, vous allez souvent vous retrouver à avancer en ligne droite. Alors quand c'est se balader sur Terre, que vous passez d'un animal à l'autre et qu'après vous finissez en parachute, voilà, ça c'est cool. Quand vous êtes sur le radeau et que ça fait 10 minutes que vous avancez en ligne droite, ça l'est moins. Le gameplay est pas aussi répétitif que dans la plupart des open world modernes, mais il y a quand même vachement de redondance. Zone d'ennemis à nettoyer, coffre à ouvrir, artefacts à collecter... Alors oui, il y a des trucs un petit peu plus originaux, genre empiler des pierres, jouer du ukulélé, sculpter des totems, mais t'en fais très vite le tour, quoi. Je vous jure, dès le début du jeu, tu as introduit une mécanique de gameplay qui est littéralement pompée sur Assassin's Creed. C'est-à-dire aller sur un point d'observation et crier pour dévoiler tous les points d'intérêt de la map. Quand déjà t'as droit à ça dès le début du jeu, ouais, ça m'a énormément refroidi d'un coup. Et en même temps, je me suis senti assez coupable de pas aimer le jeu, parce qu'on sent qu'à la base, la volonté des développeurs, c'est surtout de mettre en avant l'ambiance et les paysages de la Nouvelle-Calédonie. En fait, le côté open world marche vraiment si tu y vas dans l'optique d'explorer. Si votre truc, c'est juste de vous balader en observant la nature, je pense que vous aurez aucun problème avec le jeu. Si, comme moi, vous avez besoin d'un gameplay qui soit assez varié, ou dont le level design raconte vraiment quelque chose, j'ai peur que vous restiez sur votre faim. Le scénario aussi est très enfantin. En même temps, ça se ressent sur le chara-design. Il y a pas mal de moments où effectivement tu ressens une inspiration un peu Disney-Pixar. Et en même temps, j'ai pas super envie de le conseiller à des gamins. Tout simplement parce que il y a des scènes qui sont un peu graphiques. On a un poulet décapité, on a une main coupée, et mini spoil, l'héroïne qui fait un double doigt d'honneur à son ennemi. Alors perso, j'ai surkiffé la scène. Pour des enfants, je sais pas si c'est une bonne idée de leur montrer ça. Après, il y a une option qui permet de rabaisser encore plus le niveau de violence, mais je l'ai pas testé, donc je pourrais pas vous en dire plus, quoi. Par contre, j'avoue que j'ai été un peu choqué par le coup de la fleur de Chia. En gros, dès le début, on lui met une fleur sur l'oreille pour symboliser que son cœur est à prendre. Elle vient d'avoir 12 ans! Laissez-la vivre son enfance avant de la pousser dans une relation, pauvre gamine! Alors, que dire de Chia au final? Que si le jeu s'était pas forcé dans la voie de l'open world, je l'aurais probablement beaucoup plus apprécié. Le jeu est trop grand,
avec comme seul point d'intérêt des collectibles et des mini-activités marquées sur la map, activités qui sont au final assez peu diversifiées. Donc j'ai vraiment envie de le conseiller, parce que vraiment ça donne envie de découvrir la Nouvelle-Calédonie, et je pense que c'était l'objectif principal du soft. Mais en termes de jeu open world, c'est pas génial. L'histoire est celle de Jesse, qui, suite à un événement traumatisant, va rejoindre son ami Kim dans une retraite spirituelle isolée sur une île. Déjà de base, la bonne grosse idée de merde. Malheureusement, dès le premier soir, une catastrophe va avoir lieu, causant l'apparition de créatures d'une dimension alternative. Le soft a beaucoup de temps de chargement qui sont assez longués. Pour un jeu couloir en 2022, pas génial. Et le jeu n'a pas de sauvegarde manuelle. Tout se fait de façon automatique. Le problème, c'est que, d'ordinaire, un jeu vidéo vous prévient, attention, quand une sauvegarde automatique est en cours, vous allez avoir ce petit logo qui va apparaître. Sauf que là, en l'occurrence, j'ai rien vu. Et je vous cache pas que quand vous ne savez plus depuis quand a eu lieu la dernière sauvegarde, c'est un peu pénible. L'héroïne possède 3 jauges différentes, la santé mentale, la santé physique et la spiritualité. Si la santé mentale atteint 0, elle va faire une crise de panique et du coup vous ne pouvez plus contrôler le personnage jusqu'à ce qu'elle soit allée dans un... En fait elle va s'enfuir et aller vers l'endroit le plus safe possible en fait. Histoire que le temps que ça remonte un petit peu. Par exemple, être dans un environnement sans lumière fait baisser la santé mentale. L'héroïne peut utiliser certaines plantes pour faire remonter ses différentes jauges, encore méditer pour sacrifier sa spiritualité, histoire de remonter un peu sa jauge de santé mentale. Alors, d'ailleurs, je suis désolé si vous êtes versé dans ce genre de croyances, mais moi, tout ce qui est énergie intérieure, pouvoir des pierres et tout ça, je n'y crois pas. Néanmoins, le jeu a quand même le mérite de savoir réutiliser ce genre d'idées, comme en se servant des différents prismes pour utiliser des pouvoirs. Je pense que les scénaristes ont voulu lancer une petite crotte aux antivax, sauf que ça a été mal fait. À un moment, un des personnages nous avoue que elle a refusé que son enfant se fasse vacciner, et qu'à cause de ça, le gamin est tombé malade et est mort. Elle précise bien que si c'est arrivé, c'est parce qu'elle a fait confiance aux mauvaises personnes, à des gens qui n'y connaissaient rien. Du coup, tu as décidé de venir passer du temps dans une retraite spirituelle dirigée par un gourou qui vante les capacités médicinales des pierres. Dis donc, je vois que tu tires des leçons de tes erreurs. Autre point scénaristique qui m'a pas mal dérangé, ce sont les chaussures. Dès le début, on explique à l'héroïne que voilà, les chaussures sont interdites dans la communauté, du coup, elle les laisse dans sa tente à porter. Ok. Sauf que quand tout part en vrille, qu'il faut aller dans les mines, dans la forêt, des endroits où il serait préférable de ne pas y aller pieds nus, il lui suffirait littéralement d'aller dans sa tente à côté pour récupérer ses pompes. Non, elle passe tout le jeu pieds nus. Piège de cristal était infiniment plus cohérent à ce niveau, bordel. Autre reproche, c'est que l'héroïne ne fait que trotter, elle ne court pas. Ce qui est déjà pas top quand t'as de grandes distances à parcourir, mais quand en plus t'es en panique et que tu dois fuir des ennemis... D'ailleurs, les ennemis prennent beaucoup de coups avant de crever. Alors, ils sont pas difficiles à gérer, mais voilà, c'est pas dur d'esquiver, d'avoir le bon rythme pour les buter sans se faire choper. Et c'est long. Et quand on affronte plusieurs à la fois, putain. Les énigmes de progression sont assez simples et répétitives. Ça reprend un peu le principe des chemins bloqués à la Silent Hill. Mais c'est vite lourd, quoi. Quand sur un chapitre, on te demande 5 fois de rétablir le courant... Ouais, bon, ça va, il y en a marre. Apparemment, il y a 3 fins différentes. Et j'ai aucune envie de me refarcir le jeu pour les voir. Merci bien, une fois ça me suffit. D'ailleurs, le final du jeu fait très try and die. Il y a des situations où vous allez vraiment crever d'un seul coup, notamment face au boss final. Ou vous pouvez carrément vous faire one shot parce que vous avez été propulsé sur des pics. Sauf que si vous crevez, vous recommencez le combat du début. Et il est long ce combat. D'ailleurs, combat final, gros monstre avec plein de têtes. Ouais. J'ai connu plus inspiré comme design. Ça aussi c'est assez pénible d'ailleurs, c'est de la part d'un jeu qui s'oriente autant sur le côté spirituel des sectes, on aurait été en droit d'attendre un bestiaire plus original, parce que là, bof, franchement bof. Donc, si éventuellement vous voulez le tester, ça peut être une expérience pour vous occuper quelques heures, mais le soft a rien de bien original, le scénario est assez peu cohérent et plutôt prévisible avec de grosses ficelles, le gameplay est assez répétitif par moments et pas très bien équilibré, mais vous allez pas passer un mauvais moment devant. D'ailleurs, autre point qui m'a fait marrer, le jeu s'appelle The Chant, le chant.
Pratiquement à aucun moment du jeu le champ n'est utile. Ça aurait pu être intéressant pourtant, hein, c'est essayer de jongler avec différents styles vocaux pour utiliser certains pouvoirs, un peu comme Motherland en fait. Mais là non, c'est juste des cailloux magiques. Littéralement. Ghost of a Tale est un petit jeu d'infiltration, avec la particularité que l'on ne contrôle pas un humain, mais une souris anthropomorphe, dans un univers où les rongeurs et autres animaux ont établi leur domaine. En l'occurrence, notre héros Tilo est un petit ménestrel incarcéré sans qu'il sache pourquoi, et qui a pour objectif de retrouver sa bien-aimée et sa liberté. Le truc c'est que, étant un ménestrel, votre personnage n'est absolument pas capable de se battre. Il faudra donc jouer de furtivité pour échapper aux rats, en faisant le moins de bruit possible, en vous cachant régulièrement, etc. etc. Il y a également une composante RPG, avec un grand nombre de quêtes à accomplir et des costumes qui donnent plus ou moins de capacité en certains domaines. Quand vous montez de niveau, vous gagnez plus d'endurance, ce qui vous permet de courir vite plus longtemps et d'encaisser plus de dégâts. D'ailleurs, petit point intéressant, hein, plus vous prenez de dégâts, moins Tilo pourra courir longtemps. Ce qui est assez logique en vrai. Et l'univers a l'air quand même sacrément élaboré. On sent que les scénaristes ont quand même passé du temps à le peaufiner. Malheureusement, les principaux reproches que je ferai, ce sera au niveau du gameplay. Le principe de la discrétion, par exemple, qui est, à mon sens, assez aléatoire. Par exemple, vous avez la possibilité classique de vous déplacer furtivement pour faire moins de bruit. C'est pas pris en compte. Des fois, même avec la furtivité activée, vous continuez à faire du boucan et à attirer l'attention. En fait, très régulièrement, vous êtes obligé de vous immobiliser, histoire que l'attention des gardes diminue. Ouais, sauf que les gardes, eux, ils s'arrêtent pas de bouger. Et quand ils vous repèrent, ils vous prennent en chasse jusqu'à ce que vous ayez trouvé une planque. Et quand les gardes ne bougent pas, c'est uniquement pour vous empêcher d'aller dans la zone. Exemple, à un moment, je me suis retrouvé dans la cuisine, où il y avait un rat à table, avec qui je devais parler pour la quête principale. Sauf que dans cette cuisine, il y a un garde qui me court après, sitôt qu'il me voit. Donc, je lance un objet bruyant pour qu'il s'éloigne. Non, il a pas entendu. Donc j'en envoie un autre juste à côté de lui. Ah, là il a bougé. Ok, j'en renvoie un autre juste à côté. Et encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Déjà l'utilité du système, génial. Puis, une fois que le garde est assez loin, je me jette sur mon contact histoire de lui parler. Il m'ignore complètement. Et j'ai aucune idée de si c'est un bug, ou de s'il fallait une méthode particulière pour qu'il me remarque. Du coup, ça me fait pas mal chier parce que j'aurais vraiment voulu découvrir l'univers, mais j'ai abandonné parce que, à mon sens, le gameplay est vraiment pas abouti. Si vous vous sentez prêt à tester le jeu malgré ses failles, je peux vous le conseiller. Mais moi, pour prendre du plaisir, j'ai quand même besoin d'un produit de qualité. Nous incarnons ici Nara, une jeune femme dotée de pouvoirs psychiques, et qui plus est liée avec un vaisseau doté d'une conscience. Elle va lutter contre une gigantesque secte appelée le Cercle, et se ranger aux côtés de la Résistance. Ouais, niveau scénar, voilà quoi. C'est un jeu de tir en voyage spatial, et j'avais notamment un problème avec le système de visée. Vu qu'on se trouve dans un environnement où les ennemis peuvent aller vraiment dans tous les sens, haut, droite, bas, gauche, sans avoir quoi que ce soit à foutre de la gravité, ça aurait été bien d'avoir un système déjà de lock, histoire de jamais perdre ta cible du regard, ou au moins pouvoir suivre précisément un ennemi sur le champ de bataille. Parce que des fois, vous avez un type de cible précise à abattre, sauf qu'elle est paumée dans la masse et qu'il n'y a pas moyen de la distinguer des autres. Et c'est là un point important, ça aurait été bien de mieux travailler le curseur de position. En gros, l'héroïne possède une espèce de sens radar qui lui indique où trouver les objets importants. Ouais, ça aurait été cool de pouvoir détailler ce qu'elle repère. Par exemple, dans une mission, je devais récupérer et désamorcer des mines. Sauf que le rite d'essence ne fait absolument pas la distinction entre les mines à désamorcer et les petits collectibles de merde qu'il y a partout. Ouais, la première fois, j'ai foiré la mission à cause de ça. Parce que au lieu de désamorcer les bombes, je récupérais des trucs qui me servaient à rien, parce que je croyais que c'était les mines. Après, clairement, les combats deviennent beaucoup plus simples et fun quand on a débloqué la transe de gravité, qui est plus ou moins un truc logique dans l'espace, c'est-à-dire couper le moteur pour pouvoir se tourner plus vite et facilement, tout en gardant la poussée initiale. On a aussi le rite de chasse, qui vous permet de littéralement vous taper derrière un ennemi, mais malheureusement, niveau technique, le jeu est pas génial.
Alors je sais pas si c'était ma version qui était buggée ou autre chose, mais j'ai vraiment l'impression que c'était très mal optimisé. Très régulièrement, vous allez avoir l'action qui va s'arrêter et un temps de chargement qui va se mettre en marche, mais genre qui peut durer 1 minute entière. Et c'est d'autant plus con que je trouve que le jeu a grave du potentiel. Et c'est vraiment à cause des chargements intempestifs que je me suis arrêté, alors que j'aurais voulu aller plus loin. Je regrette aussi que certains bugs de script arrivent assez régulièrement. Par exemple, vous vous approchez pour parler à un PNJ, mais vous êtes trop près, ce qui fait que le bouton pour dialoguer n'apparaît pas. Ce qui est d'autant plus dommageable quand vous êtes en mission principale et qu'un dialogue du scénario ne se déclenche pas. Cocorico, petit jeu français, un roguelite en 2D avec la grande faucheuse, PDG de l'entreprise Death Inc. Corporation, qui s'est retrouvée victime d'un burn-out causé par ses différents fléaux. Elle va donc décider de ramener chacun d'eux à sa place à mesure qu'elle descend les étages. Vous allez donc enchaîner différents niveaux avec des sbires à éliminer, vous avez des équipements plus ou moins efficaces à récupérer en plus de votre faux, vous pouvez récolter des lingots d'or ou des animaux qui vous permettent de vous soigner, il faut gérer le dash, chaque département exploré vous permet de récolter des bonus passifs, et si jamais vous rendez l'âme, vous êtes réexpédié au sommet de la tour. À chaque mort, le jeu comptabilise vos exploits, vous récompense avec des lingots d'or, mais également avec de l'XP. Et plus vous gagnez d'XP, plus des éléments permanents se débloquent. Pour les niveaux gagnés, je trouve pas ça si intéressant en fait. Ça va pas vous permettre de vous améliorer, vous, votre personnage, de façon permanente. Au début c'est bien, vous obtenez des animats dès le début de la partie, et au fur et à mesure, non seulement il faut de plus en plus d'essais pour monter de niveau, logique, mais en plus, les récompenses sont de moins en moins intéressantes. Par exemple, tu passes niveau 8-9, je crois, vos chances d'obtenir une arme améliorée augmentent de 1%. Waouh! Merci! Et parfois, c'est même pas des bonnes choses. Par exemple, vous avez la possibilité de débloquer des ascenseurs qui vous conduisent directement au boss. Laissez-moi vous dire que c'est le pire move à faire. Puisque vous vous épargnez des combats, certes, mais vous squeezez également toutes les améliorations que vous auriez pu gagner. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un fléau pratiquement à poil. C'est d'ailleurs un de mes principaux regrets, vous n'avez pas la possibilité de faire des améliorations permanentes pour votre personnage. Par exemple, dans Hades, après chaque run, vous pouviez dépenser certains artefacts gagnés pour rendre le perso un peu plus fort, un peu plus résistant, pour avoir plus de chances de réussir des trucs, avoir des vies supplémentaires. Mais Have a Nice Death n'a pas de système de ce genre. Combiné à l'aspect répétitif des environnements, bah après une vingtaine d'essais, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Après, l'univers est très cool, c'est hyper second degré, avec des critiques sur le burn-out, le harcèlement au travail, et tout un tas d'autres trucs. Ça m'étonnerait pas que les développeurs aient bossé en entreprise pour avoir imaginé un tel truc, mais bon, moi-même, j'ai pas eu envie de faire un burn-out en testant le jeu, donc je l'ai abandonné au bout de 10-15 heures, je crois, un truc comme ça. Donc, si vous êtes fan des roguelites difficiles, ça peut être votre kiff. Mais moi, non. J'ai vraiment fini par laisser tomber, c'est pas pour moi. Ouais, je sais. De la part d'un gars qui avait encensé l'opus de 2018, j'aurais dû apprécier. Eh ben non. L'histoire est donc une suite quasi directe à God of War 4, c'est-à-dire que nos héros Kratos et Atreus vont se retrouver confrontés à la fin des temps nordiques, à savoir le Ragnarok. Je vais rien spoiler, je vais juste vous donner mon ressenti. Et non, je ne ferai pas une nouvelle chronique dessus, je pense pas que ça vaille le coup. Niveau gameplay, le jeu m'a gonflé. Franchement, je me souviens pas avoir eu ce problème avec God of War 4, mais le titre est étiré à la limite du supportable. Certaines séquences sont infiniment trop longues, et en plus de ça, on vous rajoute des kilotonnes de trash mobs, histoire d'éviter que vous vous endormiez. Si encore c'était des mobs façon les premiers God of War, le genre que tu dégommes facilement et rapidement, je dis pas, on aurait pu comprendre qu'il y en ait autant. Sauf que là, non. Ce sont des putains de sacs à PV. Et vu que chaque affrontement dure des plombes, et bah je me suis fait chier. Au bout d'un moment, je me contentais de marteler la touche d'attaque sans réfléchir tellement j'en avais ras-le-bol. Alors vous allez certainement me dire, il suffit de baisser la difficulté, histoire que ce soit moins difficile, que les ennemis prennent moins de coups à crever. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Ils prennent quand même énormément de coups à crever.
Au bout de 5 heures de jeu, j'en avais tellement ras-le-bol que j'ai mis le niveau le plus facile. Et malgré ça, ça reste des vagues d'ennemis qui prennent des plombes à crever. Ce qui est d'autant plus con que, à plusieurs reprises, on a des cinématiques où votre perso élimine des mobs qui sont sur son chemin. Et entre ces cinématiques où vous le voyez dégommer des mobs en un coup, et le gameplay où le moindre adversaire nécessite entre 5 et 10 coups avant d'accepter de rendre l'âme, ajoutez à ça la progression à la Zelda, c'est-à-dire que vous avez souvent des obstacles sur la voie, sauf que imaginez que ce genre d'obstacle puisse retenir Kratos, non. Non, clairement pas, non. Quand tu vois Kratos incapable d'avancer à cause d'un petit bouclier qui l'empêche de grimper, à un moment, faut arrêter le foutage de gueule. Les compagnons à vos côtés, j'ai de sérieux doutes sur leur efficacité, vu que c'est toujours à moi de me farcer à les 3 quarts des combats. Mais en plus, si vous mettez plus de 10 secondes à résoudre une énigme, ils vont vous spammer les indices en boucle. Sauf que, quand t'as eu l'indice une fois, t'as pas besoin qu'on te le répète. Je vais faire aussi un petit crochet sur Atreus, que vous pouvez contrôler dans cet épisode. Cela signifie-t-il que nous allons avoir un nouveau style de gameplay? Genre plutôt s'axer sur l'infiltration et la ruse? Eh non, c'est exactement la même chose qu'avec Kratos. Tu affrontes des vagues d'ennemis que tu tatanes sans réfléchir. Et tout ça étiré sur une trentaine d'heures. Oh, je vous jure, c'est soporifique. Après oui, il y a quelques séquences qui sont épiques, comme certains combats de boss, même si là encore, t'as toujours l'impression d'affronter les sacs à PV. D'ailleurs, autant j'ai trouvé le personnage de Thor à la fois très imposant et original, mais qui réussissait malgré tout à dégager une certaine classe. Puis vient Odin, et c'est clairement pas la même soupe. Peut-être parce que je me faisais trop d'illusions sur son origine. Pour ceux qui n'ont pas vu les chroniques vidéoludiques, j'avais une théorie sur à quoi pouvait ressembler le fameux Odin. Et ben, donc j'avais tort en fait. Mais le Odin qu'on a, franchement, j'ai rien ressenti par rapport à lui, quoi. Ouais, c'est le grand méchant, bon bah, ok. Pour ce qui est du scénario, bah un peu pareil en vrai. Je le trouve beaucoup trop étiré, ce qui dilue son intensité. Vous allez sûrement me dire, avec un titre pareil, le jeu va se concentrer sur le Ragnarok, sur la grande guerre entre les dieux. Non, le Ragnarok, on se concentre vraiment dessus dans les 2-3 dernières heures du jeu. Et je parle pas les 2-3 dernières heures qui sont la bataille finale, non. Dans les dernières heures, j'inclus le rassemblement de l'armée pour le Ragnarok. Littéralement, Kratos passe 90% du jeu à dire non, il y aura pas de Ragnarok. C'est le titre du jeu. On le sait qu'il va y avoir le Ragnarok, arrêtez d'essayer de nous filouter. J'irai pas jusqu'à dire que God of War Ragnarok est un mauvais jeu, parce que c'est pas le cas, mais je le trouve très inférieur à son grand frère. Et pour moi, il est beaucoup trop long et répétitif pour qu'on y prenne du plaisir. D'ailleurs, avant d'y jouer, j'avais entendu dire que la communauté le surnommait God of War 1.5. Je me disais, non, c'est pas possible, les développeurs ont forcément rajouté des nouveautés. Eh ben non, pas tant que ça. La quasi-totalité des éléments du gameplay n'ont pas évolué. La plupart du temps, les éléments qui vont vous bloquer, il vous faudra non pas un nouvel artefact, mais améliorer celui que vous avez déjà. Genre, par exemple, les ronces. Dans l'épisode précédent, il fallait les lames du chaos pour pouvoir les enflammer. Ok, d'accord, logique. Mais avec Ragnarok sont arrivées des ronces plus coriaces. Et elles, il va falloir leur tirer des flèches dessus avant d'utiliser les lames du chaos. Oui, c'est à ce niveau. Et les défis secondaires, bah, c'est exactement les mêmes. On est toujours à dégommer les corbeaux d'Odin, on est toujours à refermer les failles entre les mondes. Ah non, on n'affronte plus des Valkyries. Maintenant, on scoltine des berserkers. Alors autant les Valkyries, c'était quasiment des divinités, donc je pouvais comprendre qu'elles posent des problèmes à Kratos. Par contre, des morts-vivants enragés, là je vous avoue que ça m'a beaucoup moins convaincu. Sinon, est-ce que le jeu est beau? Oui. Est-ce que les animations sont cool? Ouais. Est-ce que le jeu est parfait? J'ai eu quelques bugs sonores et visuels dès le début du jeu. Alors c'est pas gravissime, mais de la part d'un jeu qui a accumulé les notes dithyrambiques des testeurs, pas top. Donc franchement, God of War Ragnarok, bof. Dans ce jeu, vous incarnez un capitaine pirate se déplaçant à sa guise dans les Caraïbes, et avec qui vous allez vous balader en mer, piller des bateaux, gérer votre flotte avec différents capitaines, piller des bateaux, partager équitablement le butin, piller des bateaux, revendre des ressources, piller des bateaux, gérer le moral des matelots, le vent, améliorer votre navire pour qu'il soit plus résistant et fasse plus de dégâts, et piller des bateaux. Sauf qu'ici, le combat en mer prend la forme d'un jeu de stratégie, où vous devez déplacer vos navires et gérer les compétences au tour par tour.
il y a de très bonnes idées dans le lot. C'est comme le système des cases. Le fait que si tu vas trop loin lors d'un tour, plus il te faudra de distance pour t'arrêter au suivant. Tu peux profiter du vent, mais faut faire gaffe à ce que tes bateaux rentrent pas en collision. Par contre, il n'y a pas possibilité de fuir le combat. Et je suis pas du tout convaincu par le système. J'y suis même complètement hermétique. En plus de ça, les ennemis mettent des plombes à crever. Même si ce sont les navires les plus fragiles du jeu. Parce qu'il faut justement customiser ton navire, acheter de nouveaux canons pour les rendre plus performants, améliorer la résistance de la coque, etc. etc. Et en quelques heures seulement, vous pouvez vite vous rendre compte à quel point ce jeu se veut être un héritier de Sid Meier's Pirates. Et c'est un peu le problème parce que plus je jouais à Tortuga, plus j'avais envie de rejouer à Sid Meier's Pirates. C'est pas pour rien que j'ai fait un test sauvage dessus pendant l'année, c'est parce que j'ai abandonné Tortuga pour m'y remettre. Et pendant que j'étais dessus, je me suis dit, dis non, ce serait con pour en parler, quoi. Du coup, si vous n'avez jamais joué au titre de Sid Meier, peut-être que vous allez adorer le système. Parce que c'est vrai que des jeux de qualité sur la piraterie, il y en a pas des masses. Par contre, si vous avez déjà testé le Pirates de 2005, j'ai peur que Tortuga vous laisse assez froid. Comme ça a été mon cas. Donc, je peux pas dire objectivement que le jeu est mauvais. Ce serait un mensonge, et je l'ai abandonné en cours de route, j'y étais même pas à la moitié. Mais j'ai pris aucun plaisir. Après oui, je suppose que quand t'as passé quelques heures à jouer, que t'as plein de bateaux à manipuler, avec plein de compétences différentes, sûrement que ça doit être vachement plus fun, et que l'aspect tour par tour montre d'autant plus son intérêt. Et là, je vous avoue que j'ai dû tester 3-4 heures, j'en avais déjà marre, j'avais pas envie de faire plus. Donc voilà, ce jeu n'est pas pour moi. Alors, je vous cache pas que 2023, c'est l'année où mon PC a commencé à me dire « Je suis trop vieux pour ces conneries ». Visiblement, il a pas la puissance nécessaire pour faire tourner Steel Rising correctement, parce que même en mettant tout en faible, il y avait quand même du clipping. Au-delà de ça, c'est un Souls-like, tout ce qui est de plus classique, bien que les développeurs aient eu la gentillesse de mettre en place un mode assistance. En gros, vous pouvez diminuer, voire carrément supprimer, la quantité de dégâts reçus, ou améliorer la régénération de l'endurance. J'imagine déjà les hardcore gamers gueuler à l'hérésie. À cela, je vais répondre, gardez en tête que tout le monde n'a pas forcément le temps d'investir des centaines d'heures dans des jeux vidéo. Donc si les développeurs ont voulu inclure un mode facile, c'est leur droit. Si vous n'êtes pas content, ne vous en servez pas et laissez les autres profiter. Bon, en dehors de ça, le jeu a clairement pas inventé l'eau tiède. Je trouve le personnage assez rigide et le système des armes assez bizarre. Mais bon, c'est l'avis d'un mec qui a passé moins d'une heure dessus, avant de piger qu'il préférait se faire rembourser, plutôt que de jouer à un jeu qui est déjà pas très beau sous ma config. Mais en plus, ne m'a pas donné envie d'insister sur une autre plateforme. Un autre gros défaut, c'est que le jeu ne propose pas de doublage français, uniquement de l'anglais, alors que toute l'intrigue est censée se dérouler à Paris. Avec des protagonistes censés manipuler la langue de Molière, et c'est d'autant plus agaçant qu'on les entend régulièrement balancer quelques mots ou expressions françaises par-ci par-là. Donc non. Franchement, ça peut valoir le coup, mais si en moins d'une heure j'ai senti tout mon intérêt fondre comme un Kimco en pleine canicule, c'est que Steel Rising ne vaut pas le coup. Alors, pour cette fois, il n'y a pas d'histoire. Nous sommes un Gugus emprisonné dans un environnement très inspiré du travail de H.R. Giger, c'est-à-dire un mélange de chair et de technologie, l'aspect sexualité en moins. Et là, pour le coup, Succubus prend-en de la graine. Ça, c'est un environnement qui est vraiment dérangeant et malaisant. Problème, pour la première énigme, j'ai tourné en rond pendant une bonne heure avant de comprendre, non pas ce qu'il fallait faire, ça je l'ai compris quasi instantanément, mais comment il fallait le faire. C'est vraiment un truc... tu cherches ce qu'il faut faire, tu trouves un mécanisme, tu peux pas l'activer. Bon, bah tu recommences à chercher, t'en trouves un autre, ah cool, tu peux l'activer, par contre ça sert à rien. Dès le début, j'ai dû mater la soluce. Le reste de l'énigme ne pose aucun souci. Mais le problème revient régulièrement, c'est-à-dire que tu te mets à tourner en rond dans une zone, tu sais à peu près ce que tu dois faire, mais tu sais pas comment. En vrai, s'il y avait eu une touche pour repérer les objets interactifs, j'aurais sans doute continué. Parce que non seulement votre personnage ne court pas, il ne peut que marcher, et croyez-moi, quand vous marchez dans une zone où vous tournez en rond pendant une heure entière, c'est encore plus pénible. J'ai tenté l'aventure pendant 3-4 heures, grand max.
avant de réaliser que non, le jeu est lourd, je ne m'amuse pas, au contraire ça me gonfle de pas trouver mon chemin. Pour tout vous dire, le jeu est censé avoir des éléments de combat. Et j'ai abandonné avant même d'y avoir droit. Très franchement, je trouve que Scorn est un pétard mouillé. Emballé dans un papier cadeau aussi magnifique que dérangeant, sur la forme et le design, j'ai rien à redire. Par contre sur le gameplay, je trouve le jeu lourd et pas fun. Ouais, je me suis mis au très vieux jeu rétro. Il se trouve que j'ai trouvé un bon site d'émulation, donc je me suis dit que j'allais en profiter. Notamment pour des titres que j'avais vu passer dans ma jeunesse, mais que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et en l'occurrence, pendant un temps, j'ai cru avoir trouvé le seul jeu infogramme de qualité. On a affaire ici à un jeu de stratégie, ma foi, pas trop mal foutu, où nos héros ont pour tâche de libérer la Gaule de l'occupation romaine. Chaque début de tour, vous avez plusieurs actions. Panoramix qui distribue un certain nombre de doses de potions magiques, puis Obélix qui envoie des troupes conquérir d'autres régions, et enfin Astérix qui redistribue les troupes après la bataille. Une fois votre tour achevé, c'est au tour des Romains d'envoyer des renforts, d'attaquer et de redistribuer. Et en soi, si le jeu s'était contenté de ça, je pense qu'il aurait mérité le titre de bon jeu. Pas excellent non plus, faut pas déconner, mais pour un titre d'infogramme, c'est quand même appréciable. Mais il y a de très gros points noirs. Passons sur le fait que parfois, même en envoyant assez de troupes pour submerger l'ennemi, votre attaque peut échouer. Mais bon, ça peut arriver à l'ennemi, donc on va supposer qu'il y a un côté aléatoire. C'est chiant, mais bon. Le problème, il se trouve au niveau de certaines régions importantes. Puisque pour les capturer, vous devrez accomplir un niveau d'action platform avec Astérix ou Obélix. Le souci, c'est que la maniabilité est pas géniale, les combats sont dégueulasses, et certains niveaux tout bonnement infaisables. Des fois, tu te retrouves face à une carapace de Romains, ils sont insensibles à tes attaques, et tu te fais dégommer. Ou alors t'arrives dans une zone qui est remplie de flotte, et chaque fois que tu tombes dedans, c'est game over. Le problème, c'est que ces niveaux à la difficulté aberrante, si tu les foires, eh ben toutes les troupes que tu avais envoyées sont considérées comme perdues. Je vous jure, ma première tentative, je ne savais pas. J'essaye de conquérir la cité des pirates avec 3 fois plus de troupes qu'elle n'en possède, mais Astérix ne sachant pas nager, j'ai absolument tout perdu. Tournez ça comme vous voulez, pour moi c'est un système de merde. Alors vous allez sans doute me dire, bah, n'envoie qu'une seule troupe. Ouais, sauf que pour ces niveaux, le nombre de troupes que vous envoyez détermine la taille de votre barre de vie. Donc si t'essayes de la jouer prudent, ça te revient d'autant plus vite dans la gueule. Et c'est dommage, il y aurait pas eu ces niveaux moches et pas fun à jouer en plus d'être horriblement durs, bah j'aurais sans doute été jusqu'au bout du jeu. Mais à force de bloquer sur la partie platformer, bah ça m'a gonflé. Alors je me suis dit, époque PS1, il y a peut-être des cheat codes, oui, il y en a qu'un. Et il te sert à choisir quel niveau d'action platform tu veux faire. Aucun? C'est la partie la plus insupportable du jeu. Putain, vous auriez pu mettre un cheat d'invincibilité, bordel, la base quoi. Donc, bah très clairement, comme tous les jeux infogrammes, à éviter. Même s'il aurait pu se révéler plus intéressant s'il avait fait l'impasse sur certaines séquences de gameplay. Je vais finir par penser que Supermassive Games avait réussi un quasi chef-d'œuvre avec Until Dawn par accident. Et que depuis, ils tentent désespérément de reproduire le miracle, mais sans succès. L'histoire, foutrement originale, est celle d'un groupe de moniteurs d'une colo de vacances perdus dans les bois, qui vont se retrouver confrontés à une menace surnaturelle. Et bordel, il y a beaucoup de choses à leur reprocher. L'AVF accuse pas mal de désynchro labial, il y a beaucoup de problèmes techniques, les QTE sont assez peu nombreux, mais genre au point où vous allez vraiment vous faire chier, parce que je vous rappelle que dans les jeux narratifs, les QTE sont le seul élément de gameplay, l'intro est longue et chiante, et non, je ne parle pas de l'intro, le prologue où on montre les personnages qui vont obligatoirement crever, non, je parle de la vraie intro qui présente les personnages principaux. Pour ce qui est des choix, non seulement ils sont très limités, on peut hésiter à chaque fois qu'entre deux voies et rien d'autre, et souvent, ces choix sont inutiles. Genre, à un moment, je me suis retrouvé dans une situation où mon personnage était probablement dans la même zone qu'une menace, et le jeu me demande si je veux appeler, en mode « Eh oh, il y a quelqu'un !» Donc moi je me dis « Bah non, tu restes silencieux !» Et le mec appelle quand même.
Et c'est le problème, c'est que pas mal de vos choix sont ignorés quand c'est pas débilement forcé. Genre, à un moment, j'ai un perso qui était sous l'eau, et il réussit à s'emmêler le bras dans du fil barbelé, en passant à côté. Et 10 secondes plus tard, il se réemmêle dedans, sans avoir d'avantage trifouillé. Merci le forçage, quoi. En dehors de ça, non seulement vos choix, pas de conséquences, mais parfois vous n'avez juste même pas de choix. Genre, un perso que je contrôlais a subi un contre-coup romantique. Et la meuf responsable de ce contre-coup décide de le chauffer en mode hey, j'ai juste envie de m'amuser. Moi, j'avais aucune envie de rentrer dans son jeu. Donc je me dis, au lieu d'aller lui chercher sa serviette comme un gentil petit toutou, je vais me casser de la zone. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas quitter l'endroit. Vous devez aller vous baigner avec la meuf. Même si vous voulez pas. Les indices que vous trouvez sont pas immédiatement traduits. Si vous tombez sur un journal, par exemple, le perso va le regarder, faire quelques commentaires dessus, et reprendre sa route. Pour avoir la traduction de ce qu'il y a écrit dans le journal, vous devez regarder l'indice une deuxième fois dans votre inventaire, et là vous aurez droit à une trad. Sinon, le jeu vous fait incarner plusieurs personnages successivement, ce qui signifie que, pendant ce temps imparti, vous êtes ce personnage. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il ne voit pas, vous ne pouvez pas faire agir un autre. C'est comme ça, point. C'est ce qu'on appelle un point de vue subjectif. Donc, quand d'un coup, vous voyez la caméra qui va filmer des antagonistes dans la forêt, eh ben ça te sort de l'intrigue. Pareil, à un moment, j'incarnais Caitlyn dans un concours d'armes à feu. Donc, logiquement, j'aurais dû apprendre à utiliser les armes à feu avec elle. Perdu. On me fait jouer un autre gars qui teste le flingue, et quand c'est à Caitlyn de tirer, je ne la contrôle pas. Quel intérêt de me faire incarner un personnage si de toute manière je n'ai aucun impact sur ce qu'il fait? À ce moment-là, autant jouer avec un aspect omniscient, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler plusieurs personnages en même temps, ce qui vous permet de mieux gérer le scénario et surtout d'avoir l'impression de servir à quelque chose. J'ai aussi un énorme problème avec les personnages, qui sont majoritairement détestables. Ce sont des caricatures d'ados auxquelles t'as juste envie de coller des tartes. Oui, c'était un petit peu le cas dans Until Dawn, mais dès le début, tu pouvais les faire s'écarter de ce stéréotype pour les rendre vachement plus appréciables. C'est pas bon signe pour le studio, parce que les joueurs se laissent pas avoir. Il y a qu'à regarder sur le site de jeuxvideo.com. On a une moyenne des joueurs de 17 sur 20 pour Until Dawn, contre 15 pour les journalistes. Et pour The Quarry, JVC a mis 17 sur 20, là où les joueurs considèrent que le jeu mérite à peine 12. Et pour le coup, je suis désolé, mais les joueurs ont vachement plus raison que les testeurs. Pour ce que j'en sais, le jeu promettait 186 fins différentes. C'est faux. Vous avez effectivement des variations selon les persos qui meurent ou qui survivent, ou qui sont infectés, mais ce ne sont pas des fins à proprement parler. Ce qui du coup rend la rejouabilité très limitée. J'avais aussi marqué dans mes notes sous-vêtements. Mini spoil, les antagonistes sont des loups-garous. De fait, si certains personnages sont infectés et se transforment, la transformation fait exploser tous leurs habits, sauf les sous-vêtements. les mecs se vantent, ils font un truc, ouais, on fait un truc ultra gore et tout, c'est... par contre, montrer les persos à poil... Non, le public est pas prêt pour ça. C'est d'autant plus con que je trouve qu'une fois que l'ambiance survival est lancée, le concept marche plutôt bien. D'ailleurs, en plus du risque de voir vos persos mourir, vous avez aussi le risque qu'ils soient infectés par les ennemis, ce qui rajoute une possibilité supplémentaire. Et c'est vraiment dommage que ça aille pas plus loin que ça. Donc, The Quarry, très bof. Limite une fois à découvrir avec des potes, pourquoi pas, mais ça vaut absolument pas le coup de le lancer une seconde fois. Je suppose que vous l'avez compris l'année dernière, je suis fan de la mythologie égyptienne. Et en général, quand on me parle d'Égypte antique, il y a des chances pour que je tourne l'oreille avec une attention redoublée. Donc évidemment, un jeu de gestion basé là-dessus, il y avait de fortes chances pour que ça m'intéresse. Le pitch, vous incarnez une famille dont les différentes générations vont se développer de la préhistoire égyptienne jusqu'à son apogée. Je vous avoue que j'ai pas été jusqu'au bout du jeu, donc je pourrais pas vraiment vous en dire plus. Vous allez devoir accumuler des immigrants que vous devrez loger, leur fournir de l'eau, de la bouffe, de la santé et des loisirs. Le tout pour permettre à votre civilisation d'atteindre son âge d'or, à travers différents niveaux, chacun basé dans une zone plus ou moins éloignée dans le temps et l'espace. Et autant sur le papier, pas mal de points sont assez intéressants,
Genre le fait que vous n'allez pas créer de nouveaux habitants, hein, ce sont eux qui viennent en fonction des logements que vous construisez, et plus les logements seront attractifs, plus ils évolueront, leur permettant d'accueillir plus de monde. Sauf qu'en pratique, ça coince. Le problème étant que malgré les très nombreux calques, les systèmes de barrage, les routes et tout ça, vous n'avez pas de précision exacte sur le passage des distributeurs. Par exemple, un porteur d'eau va tracer son chemin pour aller distribuer de l'eau dans certains logements. Lesquels? Jusqu'à quelle portée? Quel est son cheminement exact? Aucune idée. Et vous avez là le principal problème du jeu. Même avec les bons bâtiments à proximité, vos logements peuvent ne pas du tout recevoir ce dont ils ont besoin. Et je sais même pas pourquoi en fait. Il m'est déjà arrivé d'avoir un point d'eau qui était au milieu du quartier, avec une dizaine de maisons autour, et toutes les maisons n'étaient pas alimentées. Pareil avec la santé, hein, faut empêcher vos colons de tomber malades, logique, sauf que même avec une trentaine de médecins et d'herboristes éparpillés dans toute la ville, pour une vingtaine d'habitations, les colons persistaient à tomber malades et à crever. Oh mais le pire, c'était la religion, quoi. Parce qu'à partir d'un moment, on vous dit, ce logement ne peut pas évoluer, car il n'a pas accès à un lieu de culte. Il y a un sanctuaire à même pas 10 mètres! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Eh ben en fait c'est simple, il faut coller le sanctuaire au logement. Il y a que comme ça que ça marche. Un logement, un sanctuaire, un logement, un sanctuaire, un logement, un sanctuaire. En les espaçant suffisamment, évidemment. Parce qu'au bout d'un moment, vos colons deviennent misanthropes, et ils refusent d'évoluer parce qu'il y a un bâtiment juste à côté. Visiblement, le jeu s'est pris une avalanche de bonnes notes, notamment par des testeurs qui avaient adoré le jeu de base, sorti en 99, et qui ont été extrêmement heureux de voir un remaster de qualité. Pour ma part, le premier Pharaon, je n'y ai jamais touché. Et donc cette mouture-là, je la trouve très rigide, pas très bien expliquée, voire carrément buggée. Donc si vous étiez fan du jeu de base, il est probable que vous l'appréciez. Si comme moi vous êtes habitué à des jeux de gestion beaucoup plus récents, je vous conseille de faire l'impasse. Pour l'exemple, j'apprécie beaucoup plus Egypt Old Kingdom, qui, bien qu'il soit assez restreint dans les différentes possibilités d'action, bah il se montre beaucoup plus maniable, beaucoup plus fluide dans son utilisation, tout en restant assez compliqué avec plusieurs niveaux de difficulté. Donc non, à part ça, c'est non, c'est clairement pas pour moi. Bon, globalement, les premières heures avec Akuji se sont plutôt bien déroulées. J'avoue qu'il a les mêmes défauts que la plupart des jeux de l'époque, c'est-à-dire caméra capricieuse, maniabilité parfois incertaine, et surtout une fâcheuse tendance à réclamer de récolter un certain nombre d'artefacts pour progresser dans l'histoire. Le gameplay reste très crispant, le nombre de vies limitées n'aidant clairement pas à apprécier la difficulté. Le jeu étant un platformer et un beat'em all, vous pouvez crever parce que les combats sur PS1 c'est pas génial, et en même temps la visibilité et la maniabilité peuvent être foireuses au point que vous allez perdre des vies pour de la merde. Quand vous crevez parce que vous avez mal joué, ok, c'est normal. Quand c'est à cause de la maniabilité foireuse, c'est beaucoup moins fun. Ajoutez à ça quelques défauts dans certains combats, par exemple face à un boss, sauf que l'un d'eux, contrairement aux autres, doit être détruit à main nue. T'as absolument rien qui t'indique, tu dois le deviner. Et il faut toucher précisément la microzone nécessaire, tout en gardant en mémoire que vous vous faites attaquer par des mobs qui respawnent en boucle de ce spot. À partir du troisième boss, ça devient vraiment dur, mais alors, le dernier, mais c'est calvaire. Au bout d'un moment, c'est tellement hardcore, j'ai utilisé les cheat codes d'invincibilité. J'avais perdu 5 ou 6 vies d'affilée à cause de la caméra ou de la maniabilité, donc désolé, mais pour moi c'est une excuse valable. Sans parler des mobs qui, passé un certain temps, se mettent à t'enchaîner sans que tu puisses esquiver les coups. Le scénario, on va pas trop en parler, hein. C'est le héros, tu sais pas pourquoi il a des griffes façon Wolverine. Son objectif, c'est de sauver sa meuf. Niveau cara et level design, c'est vraiment très bof. Et je suis gentil. Son gameplay était censé s'inspirer de Tomb Raider. Il a dû s'inspirer de la partie la moins réussie. Par contre, j'admets que il a dû servir de palier d'entraînement avant même de passer à Soul River, et probablement même qu'il a pu inspirer les développeurs du premier God of War. Mais en dehors de ça, je vous le conseille pas. À moins que vous soyez fan de la rigidité de la PS1 et des jeux qui deviennent ultra difficiles à cause de ça, non, c'est un conseil, fuyez.
Oula. Oui, alors, les Dark Pictures Anthology étant une anthologie de différentes histoires, tous ne se valent pas en termes de qualité. J'ai pas testé le tout premier, Man of Medan, je crois, mais clairement, House of Ashes et ce Devil in Me, c'était des purges. Pour House of Ashes, le cœur du jeu est principalement focalisé sur l'action. Ce qui est assez dérangeant dans le sens où les personnages sont assez lents. Par exemple, contrairement à Little Hope, pour qui la touche L1 servait à presser le mouvement, ici elle ne sert qu'à t'éclairer. Ce qui est un problème d'autant plus empiré dans certains lieux étroits où la caméra est beaucoup trop proche du personnage. Niveau cohérence psychologique, c'est pas fameux, et certaines situations en deviennent particulièrement frustrantes. Par exemple, à un moment, j'ai fait alliance avec Salim pour échapper à une créature. Quand d'autres soldats américains débarquent, histoire d'éviter que Salim se fasse tirer dessus, je lui demande de se rendre. Là, tu lèves les mains, voilà, comme ça, on limite les problèmes. Scène suivante, il est en train de braquer les nouveaux venus, ce qui rend la situation intenable. Il y a beaucoup de clipping, énormément de scènes sont juste absolument pas crédibles. Genre un mec qui se fait sauter avec les explosifs pratiquement à côté de lui. Ce qui bute un grand nombre de monstres. Lui par contre il a survécu pratiquement sans aucune égratignure. En vrai, j'ai presque envie de dire que le jeu aurait été meilleur si ça avait été un jeu de tir. Genre un FPS bien bourrin qui se prend pas au sérieux. Là je serais beaucoup plus rentré dedans. Pour The Devil in Me, enfin on peut courir. On a même quelques capacités un petit peu plus variées, genre sauter, ramper, tout ça. Bon, c'est ultra scripté, mais ça donne l'illusion de varier un peu. Ah oui, les bugs, oh putain, les bugs, il y en a des tonnes. Oh, t'as des bugs de l'animation des visages, des séquences d'examen qui se déclenchent pas, des synchros labiales hyper violentes, quand c'est pas carrément les dialogues qui se coupent sans raison. Désormais, chaque personnage possède une capacité spéciale. Idée intéressante dans le cas d'un environnement où vous êtes libre de vous balader. Mais vu à quel point le jeu est ultra scripté en termes de développement, j'en ai pas vu l'intérêt. Sans parler des compétences en question, hein, genre le réalisateur peut se servir de sa carte de visite pour déverrouiller des portes. Ouais. Je vois pas en quoi lui serait plus capable de ça qu'un autre, mais pareil, la journaliste peut passer un coup de crayon sur du papier pour révéler des messages écrits. Là encore, je pense que c'est une capacité assez commune. Et l'ingé son peut soigner son asthme avec de la ventoline. Ah vous pouvez déplacer des objets, généralement pour monter dessus. Mais bordel, c'est une chiasse considérable. En fait, pour les tourner, vous devez pivoter la caméra en même temps que vous le déplacez, ce qui vous bousille la visibilité. Ah oui, à un moment, l'ingé son utilise son appareil pour suivre des sons. Logique. Sauf que si, réaction logique, vous suivez le son, vous tombez sur un cul-de-sac. En fait, il faut totalement ignorer les bruits et vous contenter de suivre le seul chemin disponible. C'est ridicule! T'as une capacité spéciale, mais elle te sert à rien! Pour ce qui est du scénario, c'est assez impressionnant, parce que c'est le premier Dark Pictures qui nous confronte à un ennemi purement humain, et le scénario le rend plus résistant que les monstres de House of Ashes. C'est un putain de slasher, et c'est long, bordel! L'ennemi survit quoi qu'il arrive! C'est le genre d'histoire qui, perso, me fait gueuler à la mauvaise écriture. C'est étiré pendant des heures pour que dalle! Je pense que le point qui m'a le plus fait hurler, c'est la fausse capture du tueur. À un moment, une partie des héros sont dans la salle de contrôle de l'hôtel, en fait, qui permet de contrôler les murs coulissants, les pièges et tout ça. Et en regardant la map, ils se rendent compte qu'ils peuvent piéger l'ennemi dans un couloir. Ok, faut qu'un perso joue les appâts, mais ça se tente. J'ai tenté, on réussit à piéger le tueur. La meuf est en face du mur derrière lequel le tueur est emprisonné, elle reprend son souffle, et le tueur surgit de l'ombre, à côté d'elle. Je rappelle qu'il est censé être totalement humain. C'est pas un fantôme, c'est pas un alien qui peut se téléporter ni quoi que ce soit, non. C'est un humain basique. Si encore ça avait été une logique du genre, voilà, certains éléments de fuite sont pas indiqués sur la map et sont connus uniquement du tueur, ou alors le méchant a sur lui un appareil qui lui permet d'ouvrir les murs, là ça serait passé. Ou mieux, si tu veux montrer le tueur comme un bourrin, tu lui fais défoncer le mur à coups de poing. Non.
ils le font se téléporter. C'est n'importe quoi. Certaines survies et morts m'ont fait pas mal hurler. Genre, à un moment, tu as une héroïne qui est sur le point de se faire écraser vivante. Elle réussit à exploser le mur de plexi avec un tournevis. Même en étant ouvert d'esprit, j'ai du mal à y croire. Il y a aussi une mort qui a eu lieu à cause d'un chien. Je crois que j'ai rarement autant gueulé sur l'injustice d'une conséquence. Et du coup, pour cet épisode, un très grand nombre de fois, il y a eu des passages qui n'ont pas été doublés. Au bout du 3e oubli en 1h30, je me suis dit, je vais les compter. En tout, au cours des 8 heures du jeu, j'ai compté 22 oublis de doublage. Ça fait beaucoup d'oublis pour un soft aussi court. Sinon, globalement, la difficulté est assez variable d'un épisode à l'autre, parce que tous les QTE vont pas avoir le même level d'exigence. Par exemple, dans House of Ashes, de mémoire, j'avais mis le niveau de difficulté le plus bas, parce qu'il y avait uniquement les QTE de tir qui allaient beaucoup trop vite pour moi. Là où tous les autres QTE étaient d'une simplicité de bébé. Pour The Devil in Me, j'ai tout fait en hard, et même si ça réclamait plus de réactivité, ça restait largement faisable. Sauf pour le QTE de calme. Dans son test de Man of Medan, Sheshune l'avait comparé à un Guitar Hero, mais avec une touche. C'est exactement ça. Et encore, parce que dans Little Hope, même avec une seule touche, tu avais un rythme de frappe qui était un peu plus exigeant. Sauf que depuis House of Ashes, même en difficile, c'est 2 par 2. Boum boum, boum boum, boum boum. Waouh, il voulait vraiment pas qu'on foire les QTE de calme. Hein, donc clairement, ces 2 épisodes de Dark Picture Anthology sont à chier. Si on vous les propose, arrangez-vous pour vous faire rembourser. Petit jeu de beat'em all / plateforme / RPG / ecchi fanservice mes couilles en 2D. Contexte, une épidémie de zombies a éclaté. Ah, ils sont appelés des mutants, mais en gros, c'est des zombies à la Left 4 Dead. C'est avec toutes les variations que ça implique. Les gros, les rapides, les mastocs, etc. L'humanité ayant perdu la guerre, ils se sont donc retranchés dans les souterrains et différentes stations de métro. Mais l'héroïne, une greluche à gros nibards qui sait exceptionnellement bien se battre, et qui donc représente le seul espoir de l'humanité, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée et je suis même pas sûr que les scénaristes en sauraient davantage. Cette héroïne décide donc un beau jour d'aller buter tous les zombies sur sa route pour aller à l'école. Je plaisante absolument pas, c'est précisément le pitch de l'histoire. Donc, comme je le disais, le jeu est en 2,5D. Votre héroïne peut alterner entre 3 types d'armes, le sabre, le fusil et le lance-roquette. À mesure que vous tuez des ennemis, vous gagnez des niveaux, qui vous permettent non seulement d'améliorer vos caractéristiques, mais aussi de développer de nouvelles compétences. Ce qui effectivement sur le papier est plutôt intéressant, mais en pratique devient rapidement très lourd et répétitif. En gros, ça lorgne énormément sur le hack and slash, qui de base est un genre de jeu qui me passionne pas des masses. La difficulté est un peu en dents de scie, même si vous jouez en facile, ce qui à mon sens est pour le coup pas trop gênant, parce que c'est une difficulté de hack and slash. Si tu y arrives pas, bah, tu vas farmer un peu pour t'améliorer toi et tes armes, et tu reviens après. Néanmoins, j'ai dû jouer 4 ou 5 heures dessus. J'étais presque à la fin du 2e niveau, et j'ai réalisé que j'avais aucune envie de continuer. Le soft est chiant, notamment entre le peu de combos et de variations de bagarre possibles, et aussi quelques autres points qui m'ont pas mal énervé. Genre, les ennemis d'une zone repopent constamment. Si vous quittez la zone que vous venez de nettoyer et que vous y revenez aussi sec, les ennemis seront réapparus. Ça, plus le fait que les ennemis ne sont pas présents sur le chemin, hein, ils se téléportent à mesure que tu les cognes. Par exemple, tu avances sur le terrain, bam, t'as 3 zombies qui débarquent. Une fois que tu les as vaincus, bam, t'as un mutant fat qui se TP. C'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, non, pour moi c'est un jeu qui est pas amusant, qui est vraiment pas fun à tester. Si l'histoire avait été un peu plus intelligente, ou au contraire, avait été beaucoup plus délirante, j'aurais peut-être fait l'effort de continuer. Mais là, je me faisais juste chier en fait. Et j'avais aucune raison de m'infliger ça plus longtemps. Alors, je tiens à préciser que j'ai testé le jeu en début d'année, en janvier 2023, donc probable qu'il y ait eu des mises à jour dessus.
votre personnage, à créer à votre guise malgré un éditeur de faciès un brin simpliste, débarque à Dreamlight Valley, un univers où cohabitent tous les personnages de Disney. Pressenti pour être le sauveur de cet univers, vous devrez donc réparer la magie, repousser l'oubli et permettre à chaque habitant de retrouver ses pénates et ses souvenirs en toute sécurité. N'allez pas croire qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la Kingdom Hearts, c'est loin de là, très loin de là. Au contraire, c'est un jeu de vie d'homme à tout faire. Vous allez constamment tout farmer, histoire d'accomplir les activités essentielles à votre progression. À savoir pêcher, jardiner, cuisiner, miner, etc. Il n'y a absolument aucun combat, aucune menace, aucune pression. En fait, c'est juste une version Disney de Stardew Valley. Problème, l'intérêt du jeu trouve ses limites au bout de quelques heures. Progresser implique de résoudre des quêtes qui passent les 3/4 du temps par la recherche d'ingrédients ou d'éléments d'artisanat, que vous allez devoir trouver tels quels, les cuisiner, les pêcher ou les crafter. Au début ça va, après quand t'arrives à la 15e mission où on te demande 50 éléments à récupérer sur toute la map, non. non, là ça me gave là. En plus de ça j'ai eu droit à un certain nombre de bugs, c'est le graphique et sonore. Ah oui, très mauvaise idée de gameplay, le jeu calque son cycle jour-nuit sur l'heure réelle. C'est-à-dire que si vous jouez à 2h du matin, il sera vraiment 2h du matin dans le jeu. Ouais, sauf que si par hasard vous ne pouvez jouer que en fin de soirée ou pendant la nuit, il y a de fortes chances que la plupart des persos Disney soient en train de dormir et du coup vous ne pouvez pas leur adresser la parole. En plus de ça, il faut savoir que le jeu insiste énormément sur sa monnaie premium, qui sont les pierres de lune, qui sont là pour servir à des microtransactions pour faire aller plus vite les choses. En soi, j'ai rien contre ceux qui veulent passer à la caisse pour que ça aille un peu plus vite. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas tous le temps de passer des dizaines, voire des centaines d'heures sur un jeu. Ce que je reproche, c'est que les développeurs s'arrangent pour tenter absolument tous les joueurs de passer à la caisse pour que ça aille plus vite. Pareil avec la Moonlight qui réclame un farm quotidien et considérable, ou encore l'argent du jeu, les pièces étoiles, qui vous servent à construire et améliorer les bâtiments. Ouais, sauf que vu que c'est Picsou qui gère les constructions, plus vous progressez, plus ça va coûter abusivement cher. Donc au début, le jeu a l'air sympa et reposant, mais en vrai, il t'incite à cravacher sans arrêt, à courir partout dans le seul but de gagner du fric. Le tout pour un gameplay de jeu mobile. Je suis désolé, à un moment faut dire ce qui est. Hein. Si les développeurs s'étaient concentrés de manière à en faire un vrai jeu, et pas un truc qui va traire les vaches à lait comme des consommateurs le plus longtemps possible, on aurait pu avoir un bon truc. On aurait pu avoir un très bon jeu. Et je vais même conclure sur le fait que Disney Dreamlight Valley, c'est Marvel's Avengers, mais pour les gamins. Juste un jeu service sans autre ambition que de racketter ses joueurs. Donc si vous le voyez passer, ignorez-le, c'est un conseil d'amis. Waouh! Je pensais pas qu'un jeu pouvait commencer aussi mal. Pour tout vous dire, j'avais joué à peine 15 minutes, j'avais déjà envie de balancer le jeu par la fenêtre. L'histoire nous met dans la peau d'un illustre inconnu, qui a semble-t-il dégommé toute sa famille avant de mettre fin à ses jours, pour ensuite se réveiller dans un quasi-purgatoire. Ce qui déjà, scénaristiquement parlant, est assez mauvais. Le simple fait de savoir que le gars est mort relativise énormément notre incompréhension vis-à-vis des phénomènes surnaturels. Les graphismes sont moches, on a quasi pas d'autres PNJ en dehors de l'intro. Clairement, les visages sont moches, les textures se chevauchent très facilement. Du genre, vous trouvez un post-it, et pendant que vous l'examinez, il va à moitié traverser la porte. En termes de maniabilité, je pense que c'est la gestion d'items la plus pourrie que j'ai jamais vue dans un jeu. Vous avez deux inventaires. Un inventaire clé, où vous rangez les objets nécessaires à l'intrigue, et l'inventaire dynamique, où vous allez utiliser à votre guise certains artefacts. Genre des pilules, des briquets, etc. Sauf que votre avatar est singulièrement con. Si par exemple vous dégotez un briquet, votre personnage va le garder en main. Ce qui effectivement est utile puisque vous pouvez l'allumer pour éclairer votre chemin, mais il n'est pas possible genre de choisir de le ranger dans votre poche. Autre truc pourrave, à un moment, le jeu me prévient que le briquet est vide, je peux le jeter. Sauf que le briquet en question continuait à éclairer et j'arrivais pas à l'éteindre. Cependant, c'est pas le plus gros problème. C'est surtout que quasiment à chaque fois que vous allez trouver un objet à examiner, vous allez juste le regarder. Votre personnage ne va pas faire de commentaires sur ce qu'il voit, ni émettre de suppositions, c'est non. Et donc, ça sert à rien. Pire encore, quand vous examinez un contenant, genre un sac, la logique voudrait que vous vous mettiez à fouiller dans le sac. Là non.
votre perso va regarder le sac. Rien de plus. On a une gestion de la santé mentale, parce qu'en fait, voilà, elle baisse quand vous restez trop longtemps dans l'obscurité, ou que vous êtes témoin de phénomènes paranormaux. Logique. Sauf que le système est très aléatoire. Des fois, vous allez perdre de la santé mentale alors que vous êtes en pleine lumière et qu'il se passe absolument rien. Et à d'autres, vous vous baladez dans l'obscurité la plus complète sans que ça vous pose le moindre problème. Pareil avec les phénomènes surnaturels qui sont scriptés comme pas permis. Un jeu d'épouvante, en théorie, ça a pour but de vous mettre sur les nerfs et de vous faire sursauter. Là, c'était des trucs tellement abusivement prévisibles que quand ils arrivaient, les 3/4 du temps, à part hausser les épaules, bah, t'as pas vraiment de réaction très appropriée. Genre, tu découvres un miroir, mais il se téléporte. Donc il va falloir aller le chercher. Ok. L'ambiance sonore est pas trop mauvaise, mais très répétitive. Franchement, ce jeu est cassé. J'ai été voir les critiques sur internet. Quand j'ai vu que tout le monde l'encensait comme pas permis, mais c'est pas possible. J'ai dû tomber sur une version complètement charclée, c'est impossible. Ce jeu est mauvais. Mais et c'est pas genre non là c'est juste moi qui ai mon avis là-dessus, j'adhère pas au truc. Non, c'est mauvais. C'est objectivement mauvais. En vrai, j'ai dû y jouer 3 ou 4 heures. J'ai pété un câble à cause des items. J'ai essayé de prendre en main une des bougies qui était dans mon inventaire. Sauf que systématiquement, mon perso l'a refourgué dans son inventaire. En fait, il a fallu que je vide tout mon sac par terre pour pouvoir ensuite récupérer en main ce qui m'intéressait. Déjà, super système. Et une fois ceci fait, j'ai pu allumer la bougie, et le jeu me dit que si tu marches avec une bougie allumée, elle s'éteint aussi sec. Ouais, sauf que pas moyen d'éteindre ni le briquet, ni la bougie. J'ai dû lâcher les deux, fausse manip sans doute. Ils sont tombés, et sont restés allumés tous les deux, et je pouvais plus les ramasser. Donc non, non, je suis désolé, mais non, c'est là. Désolé, mais non. Ce jeu est cassé. Peut-être que si t'arrives à t'y habituer et que t'es pas trop anti-script, tu peux éventuellement, tu peux résister à l'envie de te tirer une balle. Mais non, ce jeu n'est vraiment pas bon. Je comprends pas les super notes qu'il a pu avoir. Bon, alors, je vais m'expliquer un peu. Je me suis intéressé à ce jeu parce que il y a quelques années, j'avais testé la première mouture sur PS2 et qui, d'après mes souvenirs, était plutôt bonne. J'avais eu une bonne expérience avec. Dans le genre shoot complètement débile Japan style où tu débranches ton cerveau pour bourriner avec classe. Après celui-là, il y a eu un autre épisode que je n'ai pas testé, mais qui avait l'air globalement dans la même lignée. Donc je me suis dit, autant tester le dernier qui vient de sortir. Parce qu'après tout, un jeu dirigiste qui se contente d'être un gros défouloir, bah on a pas tant que ça. Et bah c'est nul. Déjà, pour ce qui est de l'histoire, vous avez un résumé des jeux précédents, qui clairement vous indique le niveau global de l'univers, mais alors le gameplay, oh là 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 là. Déjà, petite chose à savoir, vous avez intérêt à vous muscler les doigts. Vous devez presser la gâchette pour chaque tir. Et après seulement 20 minutes comme ça, je peux vous garantir que j'avais des crampes. Et malheureusement, on est très 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 loin du fun d'un Devil May Cry. Le protagoniste de Gungrave est lent. Il est aussi maniable qu'un 30 tonnes. Il a des flingues censés être les porteurs de mort ultimes. Et en face de lui, bah, t'as des sacs à PV. Il y a des attaques ultimes qui sont cool, hein, je dis pas. Comme le fait de vraiment pouvoir tirer dans absolument tous les sens. J'ai ressenti aucune sensation dans les gunfights. C'est juste mou, répétitif et sans intérêt. Il y a un côté un peu RPG, faut dépenser des ressources entre chaque niveau pour améliorer différentes compétences. Effectivement, t'as l'air d'en avoir un paquet, mais non. Franchement, j'ai dû y jouer 1h30 pour lui laisser sa chance. Ouais, bah j'ai largement préféré me faire rembourser, hein. Merci mais non merci. Si un beat'em all de shoot te plonge dans un ennui léthargique pareil dès le début, mais il faut pas arriver, il va pas s'améliorer. Donc, niet. C'est un peu court parce que, de mémoire, la licence est plutôt fun et déjantée, mais ce nouvel opus, il a évité. Même en solde, à moins de 5 €, ça ne vaut pas le coup. C'est juste chiant.
Vous savez quoi? Je le savais d'avance. Dès le premier trailer, j'ai dit que ça ressemblait à tous les open world actuels, que ça avait l'air très beau, très grand, mais que ça allait être un putain de cahier des charges avec les mêmes actions à en faire en boucle. Et c'est exactement ça. Bref, vous incarnez un nouvel élève de Poudlard qui, exceptionnellement, intègre l'école à 15 ans, et donc va directement commencer en 5e année. Vous avez la possibilité de créer votre propre avatar. Bon, c'est assez limité, mais ça fait le taf. Vous choisissez votre propre maison et roulez bolide, vous allez suivre des cours de magie, préparer des potions et accomplir plus d'exploits que n'importe quel sorcier légendaire en moins d'1 an. Ah non, je déconne pas, hein. Littéralement, ma petite serre d'aigle de 15 ans a massacré une centaine de mages noirs et de gobelins maléfiques, a résolu les 3/4 des énigmes de Merlin, maîtrisé tous les sorts enseignés à Poudlard, y compris les sortilèges impardonnables, et dévoilé des secrets de l'école dissimulés depuis des siècles. De quoi? Harry Potter? Cette petite merde? Bon, déjà, vous l'avez compris, scénaristiquement parlant, t'as vraiment l'impression que ton perso accomplit tellement d'exploits que c'est à se demander pourquoi il a pas sa statue dans tous les couloirs. Mais le vrai problème, il vient du gameplay. Alors déjà, pour tout ce qui est technique, oui, le monde est très beau, très grand, très ouvert, très détaillé, Et va venir un premier problème, c'est la modélisation des visages. Alors oui, ils sont bien faits, mais je trouve qu'ils n'ont pas d'âme. Ils sont tous extrêmement oubliables, non seulement dans leur caractère, mais en plus, je n'ai jamais ressenti aucune vie, aucune étincelle dans leurs expressions. Au cours de l'année, j'ai fait une chronique vidéoludique sur les Infamous. Et les visages de Second Son ont infiniment plus de présence et de vie que ceux d'Hogwarts Legacy. Et Second Son est sorti en 2014. Pour ce qui est du gameplay, bah, c'est exactement ce que j'avais prédit. C'est ultra répétitif. Et pour un jeu qui est aussi grand, avoir aussi peu de variété dans sa jouabilité, c'est lamentable. Genre, les énigmes de Merlin. S'il y en avait eu une quinzaine dans tout le jeu, why not? Il y en a 95. Et au bout de 5, vous avez déjà fait le tour de tout ce que ça peut offrir. On a aussi le côté light RPG, qui est extrêmement envahissant et pète burne. C'est-à-dire que vous allez très régulièrement devoir changer de vêtements, de capes, de chapeaux, de lunettes pour améliorer votre défense et votre attaque. Ce qui est obligatoire pour rester au même niveau que les sacs à PV qui vous servent de mob. Si encore ça avait été améliorer la baguette pour la rendre plus puissante, je dis pas. Mais non, votre baguette c'est la seule chose qui n'évolue jamais. Ah! Et ces connards de développeurs ont mis un jeu de crochetage pour Alohomora. Je précise pour ceux qui connaîtraient pas bien l'univers, le sortilège de déverrouillage automatique vous demande de crocheter la serrure. Vous avez rien compris à l'univers en fait. Si ça avait été un autre truc du genre tu peux crocheter toi les serrures de ton côté, et du coup tu utilises le mini-jeu, et quand tu débloques Alohomora, tu n'en as plus besoin. Là je dis pas, mais non, pas du tout. C'est vraiment complètement débile. Se balader sur un balai est assez cool. Ça l'aurait été plus si on n'avait pas des murs invisibles qui vous empêchent de voler au-dessus des montagnes. Ah oui, les cours de magie. Je pense que je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus déçu du jeu. Déjà, c'est tout le temps la même chose, hein, vous faites quelques devoirs, qui généralement n'ont rien à voir avec le cours en question, puis on vous apprend un nouveau sortilège, qui lui non plus n'a rien à voir avec le cours, mais bon, et après, vous n'entendez plus jamais parler de ce cours. Pour être franc, j'ai connu Canis Canem Edit sur PS2. Et les cours étaient largement plus fun dans Canis Canem Edit. Littéralement, tu avais des horaires de cours, si les pions te chopaient ailleurs qu'en classe, ils t'y ramenaient manu militari. Les cours en question, c'était des QTE qui, une fois réussis, te donnaient différentes récompenses, et quand t'avais réussi 5 cours dans l'année, t'étais dispensé d'y retourner. Concrètement, un jeu PS2 avait un système de scolarité plus fun et logique qu'un jeu PS5. Truc très con, les potions, vous devez en avoir 5 ou 6 à tout casser, et chacune vous demande 2 ingrédients. Waouh! Ah, je suis un vrai maître des potions, hein, je suis le nouveau prince de sang mêlé! Certains ont visiblement été choqués que Poudlard ait autant d'ethnies différentes au 19e siècle, ce qui peut effectivement faire tiquer quand vous comparez au film, mais perso, moi ce qui m'a choqué, c'est que toutes les maisons sont complètement mélangées. Genre, tu peux avoir des serpentards qui sont potes avec des griffons d'or et des cerfs d'aigle. What the fuck? Et à partir du moment où on te laisse choisir ta propre maison, c'était obligatoire en fait. De quoi? Inventer des personnages spécifiques à tes couleurs pour suivre toute l'histoire?
Ça va pas? Tu veux nous faire crever d'épuisement ou quoi? Du coup, ma perso, une petite serre d'aigle, a passé toute son année avec 2 serpentards, une poufsouffle et une Gryffondor. Ah ouais, mon aventure a été vachement originale. Je suis sûr que pas un seul d'entre vous n'a eu les mêmes amis que moi. Bande de moldus. Et on va finir avec les sortilèges impardonnables. Oui, votre élève peut lancer des sortilèges pour contrôler mentalement, torturer ou tuer, sans que personne ne lui fasse la moindre remarque. Alors au début, je me disais que bon, ça se trouve à cette époque, les sortilèges n'étaient pas encore impardonnables et du coup, bah, ils étaient pas punis par la loi. Sauf que si, dans le jeu, on te dit bien que utiliser ce genre de sortilège, ça t'envoie direct à Azkaban. Mais pas ton perso. Parce que c'est le héros, donc on va faire comme si personne n'avait rien vu. Bref, le jeu est fun pendant les 10-15 premières heures. Après, c'est juste chiant. Je vous jure. En fait, je me suis rendu compte que j'en étais à 40 heures de jeu et que ça faisait 20 heures que je me forçais à continuer sans y prendre le moindre plaisir. Et plus je me forçais, plus on me proposait des quêtes en nombre, mais qui ressemblaient toutes les unes aux autres. Donc bref, le gameplay, c'est tout le temps pareil. Les énigmes se ressemblent toutes. L'infiltration, tu fais sans arrêt la même chose. Le seul point positif, c'était les combats. Uniquement en normal pour avoir un minimum de challenge. Et même ça, au bout d'un moment, tu te contentes d'affronter des putains de sacs à PV, quoi. Depuis quand affronter un autre sorcier me demande de lui envoyer une vingtaine de sortilèges différents dans la gueule pour le mettre KO? Truc marrant. À un moment de l'histoire, ma perso s'était retrouvée face à un troll et avait réussi à le battre. Et le jeu sous-entend que c'est quand même extraordinaire pour une élève de 15 ans de tomber face à un monstre pareil et de gagner. Ouais, sauf que j'avais déjà dû éclater une vingtaine de trolls dans tout le jeu, donc le sentiment de victoire, il est un peu émoussé, quoi. Pour le scénario, alors il est tellement étiré sur des dizaines d'heures que franchement j'en avais plus rien à foutre. Je me suis arrêté au bout des 40 heures de jeu, mais je ne sais pas comment se finit le jeu, et j'en ai rien à branler. Alors que quand j'avais commencé, voilà, l'introduction m'avait vraiment mis dans le contexte. Ça a l'air vachement cool, il y a ça, il y a ce mystère, il y a ceci, il y a cela, ça a l'air vachement cool. Et en fait, au bout de 40 heures, je me suis dit, ouais, mais non, en fait, je m'en branle. Donc, à moins que vous soyez un fan hyper hardcore de l'univers de Harry Potter, ou que ce soit votre tout premier jeu vidéo, je vous déconseille d'y jouer. C'est un soft vide et sans âme, comme s'il avait subi le baiser d'un détraqueur. J'ai rarement été aussi déçu par une suite de jeux vidéo. Alors, comment définir le premier Hard West? Il s'agissait d'un tactical à la XCOM, avec pour contexte un Far West teinté de surnaturel. J'avais adoré le premier jeu. Certes, c'est dirigiste et pas particulièrement compliqué, mais c'était une ambiance très fun à suivre. Est alors arrivée sa suite que j'attendais de pied ferme. Nous sommes aux commandes d'une escouade de brigands qui veulent cambrioler un train maudit. Il se révèle être piloté par un démon qui va leur dérober leurs âmes. Le but du jeu sera donc de déambuler dans un western meurtri par un froid surnaturel afin de les récupérer. Niveau histoire, c'est tout autant dirigiste que le premier. Il y a un système de choix qui implique la loyauté de vos compagnons. Et si vous arrivez à un certain niveau, vous débloquez quelques passifs. J'ai été voir la liste des passifs, ils ont à peine l'air utiles. Et en soi, j'ai pas grand chose à dire sur la majorité du jeu, c'est-à-dire déambuler sur la map, résoudre des quêtes, tout ça. C'était dans la même veine que le premier, même si c'était quand même un peu lent. Le problème, il vient des combats. Anecdote, tu commences le jeu, tu as 3 modes de difficulté. Facile, difficile et mortel. Non, il n'y a pas de mode normal. Donc moi, évidemment, je veux tester en facile. Je commence la partie, les premiers combats sont très simples, trop simples même, à tel point que je me dis, bon, je vais peut-être rehausser la difficulté en fait. Sauf que, combat suivant, la difficulté était plus du tout la même, et te demander d'être vraiment attentif et de faire gaffe. Bon bah du coup je vais pas toucher à la difficulté, on va rester en facile. Sauf que à mesure que les combats se poursuivent, de plus en plus de soucis se dévoilent. Déjà il faut savoir qu'il y a un système de chance que vous pouvez activer à volonté. Comme dans l'opus précédent en fait, si vous ratez votre cible, ou si vous vous faites toucher, vous gagnez de la chance, et vous pouvez utiliser cette chance pour améliorer votre visée. Imaginons par exemple tu as
40% de chance de toucher ta cible, mais tu peux utiliser 40 points de chance, et du coup tu montes à 80% de chance de toucher ta cible. Voilà, ça fonctionne à peu près comme ça. J'ai rien contre le système, hein, il est plutôt intéressant, sauf quand le système de visée devient complètement abusif. Genre, il m'est déjà arrivé d'essayer de tirer sur un mec qui était littéralement à 1 mètre de moi, il n'y avait aucun obstacle entre nous, 25% de chance de réussite. Pardon? Ok, je savais pas que mes persos étaient myopes. On a aussi un système de poker pour s'améliorer. Dans le premier jeu, tu avais aussi un système de cartes qu'il fallait retrouver. Chacune que tu trouvais pouvait te donner des compétences surnaturelles. C'est genre un cri surpuissant, voler la santé de l'adversaire, te transformer en démon. Plus maintenant. Désormais, une carte seule te donne un léger bonus de stats, très léger. Et si tu veux des compétences spécifiques pour un personnage, il te faudra une certaine combinaison de cartes. Genre une paire, une quinte flush, un carré... Ouais, il y a des compétences, mais il te faut plein de cartes différentes pour les avoir. Mais ce n'est pas tout! Vous ne pouvez utiliser que 4 persos au combat. Votre équipe, au total, en contient 6. Il y en a obligatoirement 2 qui doivent se toucher la nouille, alors que vous êtes systématiquement en sous-nombre. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, mais tes persos ont plus de vie et font plus de dégâts que les ennemis. Oui! Et c'est aussi vrai que si la vie d'un de vos persos tombe à 0, il ne meurt pas, il est juste inconscient, et il se relèvera sitôt que le combat est fini. Mais ça suffit pas. Le problème étant que le système de soins est complètement à chier. Vous ne pouvez porter que 2 consommables sur vous, et les seuls objets de soins que vous possédez, du moins au début du jeu, je l'ai pas terminé, ne soignent pas toute votre vie. Je suis même pas sûr que ça vous redonne un tiers de vos PV. Comme si ça ne suffisait pas, ouais, un de vos potes est juste inconscient. Mais vous pouvez pas le ranimer, et vous ne pouvez pas soigner un autre personnage. Le pire étant le cas de Lazare, le guérisseur du groupe, dont la première capacité n'est pas de redonner des PV, mais uniquement de virer les debuffs. Hein? Ah non, pas les debuffs des autres, uniquement les siens. Le soigneur n'est pas foutu de soigner les autres. Niveau capacité ennemie, il y a aussi un gros déséquilibre, puisque vous possédez des capacités surnaturelles, mais chaque utilisation demande un cooldown avant d'être à nouveau employé. Généralement 1 ou 2 tours, ok, logique. Les ennemis n'ont pas de cooldown. Un des premiers ennemis magiques que vous croisez a le pouvoir de voler la vie d'un de vos persos pour se soigner. Et il peut le faire à chaque tour. Autre preuve que les ennemis sont avantagés, vous tombez sur des lanceurs de dynamite. Si vos persos sont touchés, ils sont impactés par le debuff hémorragie. J'ai envie de dire logique. Par contre, si vous balancez de la dynamite sur les ennemis, eux, ils ne souffriront pas de ce debuff. Et puis, l'hémorragie, parlons-en. Parce que c'est vous perdez des PV non pas à chaque tour, mais à chaque action. Traduction, vous perdez 2 PV parce que c'est votre tour, vous perdez 2 PV parce que vous vous déplacez, et vous reperdez 2 PV parce que vous tirez sur un ennemi. Alors, je vous entends déjà, bah t'as qu'à te soigner, oui. Je vous le rappelle, vous n'avez droit qu'à 2 consommables par combat. Des consommables qui ne vous redonnent pas toute votre vie. Et comme il y a une quantité industrielle d'ennemis, plus une part d'aléatoire, vous êtes obligé de voir votre vie continuellement baisser. Mais il faut surtout que je vous parle de la mission qui m'a fait abandonner le jeu, parce que je l'ai recommencé une dizaine de fois avant d'en avoir ras-le-bol, et de me rendre compte que j'avais beaucoup mieux à faire de mon temps. Genre jouer à des bons jeux. Vous devez affronter une ville entière de morts-vivants. Alors, rappelez-vous déjà tout ce que je vous ai dit. Les ennemis sont avantagés niveau capacité, ils sont plus nombreux que vous, et la plupart ne peuvent pas être tués d'un seul tir. Ah, et, je précise, les morts-vivants utilisent des armes à feu. Et ils visent bien ces enculés. Mais en plus, ces revenants ont une capacité spéciale qui leur permet de se régénérer à chaque tour. Alors, vous allez sûrement me dire, bon, c'est ok, ils récupèrent 2-3 PV à chaque tour, bon, c'est pas la mort, c'est... Non. Ils récupèrent pas 2-3 PV à chaque tour. Ils récupèrent toute leur vie à chaque tour. Même s'il ne leur restait qu'un seul et unique micro-PV, ils reviennent instantanément full vie. Alors, j'ai pas de problème avec les tacticals difficiles. Les XCOM sont pas simples, ils vous demandent de faire gaffe et ils sont régulièrement punitifs. Mais, d'une part, vous pigez facilement quand vous faites des conneries, et il ne tient qu'à vous de ne pas les reproduire. Et ensuite, vous améliorez votre équipement à mesure que vous progressez dans le jeu. Et vos persos améliorent leurs stats et leurs compétences à mesure qu'ils butent de l'alien. Donc oui, les XCOM restent compliqués tout du long, mais malgré quelques pics, la courbe de difficulté évolue à ton rythme. Dans Hard West 2, vous ne pouvez pas vous améliorer.
Les armes ne font jamais plus de dégâts. Vous pouvez pas juste acheter un meilleur fusil ou des protections. Non, ce n'est pas possible. Le jeu encourage à jouer risqué. Parce que effectivement, quand vous tuez un ennemi, votre perso obtient ce qu'on appelle de la bravade et récupère tous ses points d'action. Au passage, les points d'action sont au nombre ridicule de 3. Et vous ne pouvez tirer qu'une fois par tour. Dans un jeu où vos ennemis sont à ce point avantagés, c'est niette. Donc oui, si vous parvenez à tuer un ennemi, vous pouvez tirer une seconde fois. Sauf que détail piquant, je vous rappelle, la plupart des ennemis ne sont pas tuables en un coup. Il faut donc s'arranger pour les entamer avec vos autres persos et profiter d'un dernier susceptible de tous les éliminer à la chaîne, en admettant que vous n'en ratiez aucun. Et si c'est la seule stratégie envisageable pour avancer, bah j'appelle pas ça du tactical. Donc Hard West 2 n'est pas forcément un mauvais jeu, mais sa difficulté est gérée n'importe comment. Et, je le répète encore une fois, je jouais en facile, donc c'est un gros non. Et autant je vous recommande fortement le premier jeu, autant celui-là, ignorez son existence. Voilà! Allez! On en a fini avec les flops des jeux vidéo de 2023. Je vous donne donc rendez-vous normalement pour demain, pour les tops des jeux vidéo de 2023. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Pardon. Il n'y aurait pas eu ces niveaux moches et pas fun à du... Il va falloir regarder l'indice une deuxième fois dans votre inventaire. Si comme moi vous êtes habitué à des jeux de gestion Si comme moi vous êtes habitué à des jeux de gestion oui bien sûr. J'apprécie beaucoup plus le jeu Egypt Old Kingdom. Bah, une usine. Okay. Par exemple, face à des boss, par exemple, face à un des boss, tu as plusieurs spots à détruire. Mais l'usine... Tout en gardant en mémoire que vous vous faites attaquer par des Tout en gardant en mémoire que vous vous faites attaquer... Mais l'usine... Attends. Non. Attends. Et alors, le dernier... Mais l'usine... Arrête. Petit jeu. Bouillon mon ballon. Oh, il pleut dehors. Pardon, mais l'usine. Je vais pas te faire peur. Voilà. Viens, là, mon bébé. Voilà. Résolu les 3/4 des énigmes de Merlin. Résolu les 3/4 des énigmes de Merlin. Il y avait aucun